Jérôme Berset, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'un cabinet d'avocats qui porte votre nom, que vous avez créé, je crois, il y a un peu plus de 25 ans déjà. Oui, déjà. Donc, vous êtes avocat d'affaires, des affaires avec beaucoup de S. Ça représente un champ d'activité très, très vaste. Expliquez-moi comment la crise de la pandémie, donc qui est une crise sanitaire, mais aussi une crise économique et psychologique, comment est-ce que cela impacte votre domaine d'activité? Est-ce que ça ralentit, ça accélère? Il y a des stop and go? Comment ça se passe? C'est exactement ça. Il y a eu vraiment un stop and go spectaculaire. C'est-à-dire qu'en mars-avril 2020, tout s'est arrêté. Net. Je vais vous donner un exemple. Dans nos activités acquisition private equity, nous avions 12 opérations en cours. 11 se sont arrêtées net entre mars et avril 2020. Donc évidemment, un grand désarroi à ce moment-là pour les avocats en général et notamment pour nous. Et ça a repris. Ça a repris même plus fort qu'en 2019. C'est un secteur d'activité, donc ça va depuis le M&A jusqu'à... L'arbitrage n'est pas, hein, donc... Si. L'arbitrage aussi. Exactement. Je pensais que c'était un champ à part. Est-ce que vous constatez parmi vos clients un changement de comportement, autrement dit, une prise de conscience peut-être plus aiguë de la dimension sociale, de la dimension RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, même si ce n'est pas une obligation légale, mais est-ce qu'il y a un contexte culturel en quelque sorte qui a changé? Oui, complètement. Donc la dimension RSE, d'ailleurs nous on a une offre RSE autour de ça parce que c'est devenu absolument essentiel, tant vis-à-vis de nos clients que des équipes et des gens que nous cherchons à recruter. Donc la RSE est devenue centrale et puis les aspirations ont changé aussi. Donc l'éthique, nous enorgueillons d'avoir eu les prix en matière d'éthique, de parité et d'égalité. Mais pas seulement ça, les changements de comportement comme depuis le Covid, l'aspiration en général du télétravail est devenue centrale. Donc si on veut recruter, il y a une chasse au talent. Il est très important de s'adapter à ça. Il y a eu quelques affaires retentissantes, frappant des cabinets d'avocats que je ne nommerai pas. Moi non plus. Mais où on voit que, en fait, oui, les pratiques professionnels à l'intérieur de vos métiers peuvent être remises en question de façon plus publique qu'auparavant, dans un milieu qui était quand même très feutré. Non, absolument. Alors, il y a une présomption d'innocence, vous ne les avez pas nommés, ils sont présumés innocents. Mais c'est sûr que, de façon générale, depuis une dizaine d'années, c'est devenu assez central. Ça fait déjà un petit moment que quand on passe un appel d'offres avec une société américaine, il faut avoir une mixité dans la représentation, sinon on n'a absolument aucune chance. Mais nous sommes attachés à ça bien avant que ce soit médiatique. C'était depuis l'origine, en fait. Vous dites des sociétés américaines, donc on sait que dans votre domaine juridique, les cabinets anglo-saxons sont gigantesques et très présents sur la place de Paris. Quelle est votre valeur ajoutée à vous par rapport à eux? Mais, écoutez, nous effectivement, on doit avoir une valeur ajoutée puisqu'on attire énormément de talents qui viennent des cabinets anglo-saxons. Lundi, Marie Serral, qui est quand même une personne importante dans le monde du financement, notamment de LBO et d'acquisition, nous a rejoint après avoir fait toute sa carrière dans les cabinets anglo-saxons. Là, elle vient de chez Clifford Chance. Nous apportons quelque chose de différent. D'abord, un état d'esprit entrepreneurial. Donc on n'est pas une énorme machine avec des milliers d'avocats, nous ne sommes qu'une cinquantaine. Un état d'esprit entrepreneurial qui va de l'état d'esprit des associés ou même aux jeunes avocats, parce que nous les formons à 360 degrés, pas seulement sur la technicité et l'expertise de leur métier, mais également sur la dimension, il faut également savoir aller chercher des clients, sinon on reste un expert. Nous les formons à tout ça. Et ça, c'est assez rare, et en tout cas, ce n'est pas dans l'univers des grands cabinets internationaux d'avocats. Voilà. Donc je pense que c'est une différenciation importante. On voit, et il me semble que c'est une dimension assez méconnue à l'échelle européenne, on voit que en matière juridique,
le droit français, qui a imprégné un certain nombre de systèmes européens, se heurte aussi à des conceptions ou des règles de droit anglo-saxons qui ont leur influence dans des secteurs très particuliers. Oui, mais c'est essentiel. D'ailleurs, je sais, c'est malheureusement un sujet dont personne ne parle. La France avait un avantage concurrentiel énorme dans le monde des affaires, qui était le Code Napoléon. Donc le Code civil a été copié par toute l'Europe continentale. Enfin, c'est une source d'inspiration. Parfois imposé par Napoléon au départ. Oui, mais pas seulement. Par exemple, au Japon, c'est également un code d'inspiration napoléonienne, et pas seulement dans toute l'Amérique latine. Donc c'est quand même très important. Or, cet avantage est en train d'être perdu parce que les grands cabinets anglo-saxons ont des moyens massifs d'imposer d'abord leur présence partout dans la planète, et également leur type de contrat. Donc, même moi, quand j'ai commencé cette profession, pourtant dans un grand cabinet international, les contrats étaient beaucoup plus d'inspiration française, typique code civil, qu'ils ne le sont aujourd'hui, où on récupère, même en droit français, avec des acteurs français, des notions qui sont totalement anglo-saxonnes. Et est-ce qu'il y a des pays européens où notre approche du droit reste, disons, majoritaire ? Oui, fort heureusement. Alors, toute l'Europe continentale est quand même d'inspiration massive code civil. Oui. Une grande partie de l'Afrique aussi, en tout cas l'Afrique francophone, et d'autres pays. Donc, j'ai cité le Japon. Donc, il y a d'autres pays qui sont, ou l'Amérique latine. Fort heureusement, donc, le cadre juridique, c'est le code civil. Mais la pratique de la négociation des contrats intègre de plus en plus, je pourrais vous citer beaucoup d'exemples, de clauses qui sont typiquement anglo-saxonnes. Et donc, c'est voilà, comment dire, c'est sinon un combat, en tout cas une confrontation sur un terrain extrêmement mouvant, parce que les problématiques des entreprises qui les amènent à vous demander conseil, ces problématiques changent aussi. Oui, absolument. Et puis il y a quand même, c'est un pan de l'économie française. En vérité, c'est le monde du droit, c'est 2% du PIB national. C'est 400 000 emplois, si on prend au sens large le monde du droit, en ce compris les legal tech. Il y a des enjeux considérables, notamment en Afrique, qui est en train de se développer, avec des pays qui connaissent très bien, qui pratiquent très bien un droit d'inspiration code civil. Donc on devrait être les plus présents. Les cabinets anglo-saxons ont des milliards de chiffres d'affaires et investissent plus facilement que nous. C'est un peu regrettable. Est-ce qu'il y a des alliances entre cabinets européens ? Oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que quand on traite un dossier international, il faut être capable de s'appuyer sur des compétences dans différents pays. Donc c'est absolument indispensable de créer des partenariats de fait quand on traite un dossier avec plusieurs juridictions concernées. Pour vous, quelle sera, hélas on n'en est toujours pas sorti, mais quelle sera la leçon la plus importante de cette période étrange que nous avons tous traversée dans nos façons de vivre, dans les priorités aussi que chacun d'entre nous a pu définir, et bien sûr dans nos manières de travailler? Déjà, vous parliez de l'éthique en tout premier lieu, et je pense que ça ressort quand même comme le ticket gagnant en sortie de crise. Je vous donne un exemple très simple. En avril 2020, à peu près tous les cabinets parisiens, une grande partie des cabinets parisiens a soit réduit ses effectifs, soit réduit la rémunération des avocats jusqu'à en moyenne 20%. Et surtout les plus jeunes. Pas que. Et nous, on n'a touché à rien. On leur a dit que nous allions traverser la tempête ensemble, sans toucher aux rémunérations et sans mettre en danger les emplois. En sortie de crise, ces talents-là nous ont été reconnaissants, ils sont restés déjà fidèles, et on a pu en attirer d'autres. Donc l'éthique a joué un rôle central, et l'équipe, les talents, sont également de plus en plus essentiels, surtout maintenant où ils deviennent plus rares, hein, avec une reprise économique, on cherche des talents de partout. Donc ça reste un axe essentiel. Si je dois répondre à votre question, je pense qu'il faut également citer l'agilité et flexibilité. Le monde a complètement changé dans le domaine du recrutement. Quand on a un entretien avec un jeune avocat, on a l'impression que c'est nous qui passons un entretien et non plus l'inverse. Et on a des questions très pertinentes du style comment ça se passe pour le télétravail. Donc le télétravail est devenu absolument essentiel. Il faut s'adapter à cet environnement. Donc la capacité à s'adapter très vite. Est-ce que du côté de vos clients, vous avez constaté aussi un changement dans les demandes qu'ils émettent, ou est-ce que ça reste quand même traditionnel? Ce qui a le plus changé, c'est qu'avant, en étant avocat international, on devait énormément voyager. Et là,
Du coup, on peut faire beaucoup de choses en vidéoconférence. Donc c'est dommage Teams, pour la classe affaires d'Air France. Très dommage. Oui. Par contre, pour la planète, c'est plutôt mieux. Et pour le confort des gens aussi, c'est pas mal. S'il reste pour vous dans votre vocabulaire professionnel tous les jours, un mot qui définirait cette époque, quel serait ce mot? La rapidité. Ça va très vite. Les transformations chez nos clients, on s'aperçoit à quel point toutes les technologies sont en train de changer. Donc il faut vraiment s'adapter beaucoup plus vite qu'avant. Les états d'esprit changent, mais aussi toutes les technologies. C'est spectaculaire. Voilà. Donc l'hydrogène, tout ce qui est Internet, le métaverse, tout change très très vite. La blockchain. Et l'avocat? Et l'avocat, évidemment, est central, parce que l'avocat d'affaires, il est entre le droit et les affaires. Et donc, il faut à tout prix qu'il comprenne au plus vite cet environnement pour être capable de bien conseiller ses clients. Donc nous aussi, on doit changer très vite. Merci. Merci Jérôme Berset pour cet éclairage. Merci à vous.